La difficulté aussi bien pour les policiers que pour les juges, c'est qu'ils sont habitués à avoir devant eux des délinquants qui, malgré de nombreux éléments contre eux, disent « Ah non, mais je suis innocent ». Et quand ils se trouvent face à un véritable innocent, finalement, ils ont du mal à pouvoir l'accepter. Bonsoir. Un crime sans cadavre, sans mobile apparent, sans témoin, sans preuve et sans aveu. 21 ans après la disparition de Suzanne Viguier, c'était le 27 février 2000. Cette affaire demeure l'une des plus singulières, des plus atypiques, des plus troubles de ces dernières années. Un mari, Jacques Viguier, honorable professeur de droit à Toulouse, que tout semble alors accuser, un homme d'ordinaire brillant mais empêtré dans ses contradictions, suspect numéro 1, puis accusé. Il va comparaître à 2 reprises devant une cour d'assises et à 2 reprises il sera acquitté. Plus aucune charge ne pèsera sur lui. Une enquête et 2 procès qui auront fait surgir une histoire familiale compliquée, un divorce difficile et l'apparition d'un amant. Pendant 10 ans, le temps de l'enquête, 2 clans vont se dessiner et s'entre-déchirer. Les défenseurs de Jacques Viguier et ses accusateurs, le croire ou ne pas le croire quand il dit qu'il est innocent, le soutenir ou l'accuser. Avec nos invités, nous allons donc ce soir tirer le fil de cette étrange affaire. Un dossier longtemps apparu comme une succession de points d'interrogation, avec, en premier lieu, celui-ci. Où est passée Suzanne Viguier et qui l'a tuée ? 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'étrange affaire Viguier. Hiver 2000, Suzanne Viguier, une mère de famille, est chez elle quand elle disparaît brutalement, sans raison, sans laisser aucune trace ni aucun message derrière elle. Ce 27 février 2000 semble être un dimanche ordinaire pour la famille Viguier. Il est prévu qu'aux alentours de 10h, les parents de Jacques Viguier, vice-doyen de la faculté de droit de Toulouse, 42 ans, viennent chercher leurs petits-enfants, Clémence, 11 ans, et les jumeaux, Guillaume et Nicolas, 8 ans. Une fois qu'ils seront partis, Jacques Viguier va revêtir sa tenue de sport, ses baskets, et partir faire un jogging dans les alentours. Il n'y a alors que lui et son épouse, Suzanne, 38 ans, dans la maison au numéro 19 de la rue des Corbières à Toulouse. Il dira qu'il est parti courir alors qu'elle dormait dans une chambre sur un canapé clic-clac. Il ne l'a pas réveillée. Jacques et Suzanne se sont connus sur les bancs de la fac de droit, mais après 12 ans de mariage et la naissance de 3 enfants, le couple bat de l'aile, fait chambre à part. La séparation est en cours, le divorce semble inévitable. De retour de son jogging, le mari déclare avoir trouvé le canapé vide, aucune trace de son épouse. « J'ai fait un jogging au bord du canal jusqu'en fin de matinée. Quand je suis revenu, elle n'était plus à la maison », dira plus tard Jacques Viguier aux enquêteurs. Suzanne Viguier, que tout le monde appelle Suzy, n'est pas vraiment le genre de femme susceptible de disparaître du jour au lendemain. Cette prof de danse qui donne des cours les lundis, mercredis et vendredis à Baziège et Villefranche de Lauragais en Haute-Garonne est toujours joignable 24 heures sur 24. Qui plus est, elle adore ses enfants et est en contact régulier avec ses sœurs qui sont aussi ses confidentes. Hormis les complications surgies au sein de son couple, elle n'a pas fait état d'un quelconque ennui. Ce 27 février, Suzy est donc rentrée chez elle au petit matin, vers 4h30. Elle avait passé la soirée à un concours de tarot à Montauban, à 50 km de là. Elle était accompagnée de son ami et amant Olivier Durandé, 31 ans, représentant en matériaux de construction. Après le concours, Suzy a passé un petit moment chez Olivier, puis celui-ci l'a raccompagnée rue des Corbières. Les amants devaient se retrouver dans l'après-midi. Olivier Durandé, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, va appeler dimanche, en début d'après-midi, Suzanne, à 18 reprises, sans résultat. Il va joindre Jacques Viguier. Les 2 hommes n'ont pas beaucoup d'estime, mais se parlent. Viguier lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. Le lundi, Olivier Durandé appelle les amis, les élèves de Suzy pour savoir s'ils ont des nouvelles. En vain. De son côté, le mari ne va signaler la disparition que le 1er mars, 3 jours après avoir découvert le canapé vide. Un retard à l'allumage qui va évidemment susciter bien des interrogations et des suspicions. Bonsoir Jean Coadon.
Bonsoir. Vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Merci d'ailleurs au bureau de Bordeaux. Vous êtes à côté de Philippe de Maria, qui est le patron de ce bureau et que l'on salue ce soir. Alors évidemment, Jean Coadon, on va bien sûr avancer sur cette étrange affaire. On est là au tout début. Une femme disparaît. C'est aussi le titre d'un film d'Hitchcock d'ailleurs. On va pour le moment faire les présentations. Parlez-nous un petit peu de ce couple qui bat de l'aile. Alors, Jacques Viguier tout d'abord. Jacques Viguier, c'est un professeur de droit public que tout le monde décrit comme brillantissime. C'est un agrégé, il a été très jeune agrégé de droit public et tout le monde le décrit comme un homme extrêmement brillant, assez séducteur. On saura au fil de l'enquête qu'il a séduit un certain nombre d'étudiantes. Voilà, mais quelqu'un d'un peu... On va pas le qualifier de rigide, mais bon voilà, quelqu'un de brillant dans sa profession, mais pas très chaleureux. Pas très chaleureux, on le décrit comme un homme assez glacial, parfois même très autoritaire. Un petit mot sur Jean Coadon, sur Suzanne Viguier, Suzy Viguier comme l'appellent ses amis. Alors Suzy, en effet tout le monde l'appelle Suzy. Suzy c'est un peu... l'autre face, c'est-à-dire que c'est un professeur de danse. Alors là, tout le monde décrit souriante, affable, agréable, adorant ses enfants. Voilà, c'est un peu l'opposé de son mari. La lune et le soleil. D'un côté, il y a le professeur un peu rigide, et de l'autre côté, il y a l'artiste qui aime par-dessus tout dispenser ses cours, organiser des spectacles. Voilà, c'est deux mondes quand même qui se côtoient, qui se sont aimés, ça ne fait aucun doute. Il n'est pas sûr que au moment des faits, ils s'aiment encore, mais ils se sont aimés dans des comportements assez opposés finalement. C'est ça. Francis Spinner, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'heure du crime, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ce soir d'ailleurs dans le studio avec nous de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des sœurs de Suzanne Viguier, la disparue. Et puis je cite votre livre, Une affaire si facile aux éditions du Cherche Midi. Livre qui n'a rien à voir, je le précise, avec l'affaire, mais il y aura peut-être des correspondances. On va en parler. J'ai décrit cette espèce de couple et avec Jean Coadon, nous les avons un petit peu décrit. Il y a aussi une troisième personne, un troisième personnage là, qui fait son apparition très tôt. C'est l'amant, Olivier Durandet. Est-ce que comment ça se passe dans ce couple? Est-ce que le mari sait que sa femme a un amant? C'est une question, a priori, il dit qu'il ne le sait pas. Et je pense que d'ailleurs l'orgueil de Viguier fait qu'il n'imagine pas que quelqu'un comme Durandet, qui est l'antithèse de Viguier. Viguier, c'est un agrégé brillant. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une position sociale, vice-doyen de la fac. Et Durandet, c'est quelqu'un de gentil. Et donc, Durandet va apporter à Suzy une certaine chaleur, une certaine compréhension, une certaine adoration. Je suis pas sûr d'ailleurs que lorsque Suzy envisage de divorcer, elle ne va pas divorcer pour aller vivre avec Durandet. Je crois qu'elle veut retrouver sa liberté. Sa liberté. Et Durandet, c'est un passage. Ouais, c'est l'occasion de faire autre chose et de passer peut-être à une autre vie. Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous qui connaissez bien le dossier, vous avez suivi les procès, que le mari est au courant de cette relation ou bien Non, parce que pour lui, elle est impossible. Elle est intellectuellement impossible. Que sa femme ça n'est pas imaginable, c'est ça que vous voulez dire. Que sa femme puisse lui préférer quelqu'un qui socialement n'est pas de son niveau à lui, ce n'est pas possible. Jean Coadon, en direct depuis le bureau RTL de Bordeaux, on peut dire que Suzanne Viguier, Suzy, n'est pas vraiment le genre de personne qui peut disparaître comme ça du jour au lendemain dans la nature. De ce qu'on en sait à l'époque, sûrement pas. Puisque
tout le monde s'accordait pour dire qu'elle ne pouvait pas passer une journée sans téléphoner à ses enfants. Les enfants, à l'époque, ils sont encore petits. Sa fille a 11 ans et les jumeaux ont 8 ans. Et si dans ce couple, chacun un peu vivait sa vie, et si notamment, c'est ce que dira Jacques Viguier au moment de la disparition de sa femme, cette semaine-là, elle devait être en vacances. Les enfants restaient avec leur père et sa mère vaquait à ses occupations. Lui, il a toujours dit que c'était pour ça qu'il n'avait pas donné l'alerte plus tôt. Mais même dans ce cas-là, toujours elle appelait. Et c'est une des obsessions de Durandé, l'amant, c'est de dire mais c'est pas possible qu'elle passe si longtemps sans appeler ses enfants, sans prendre des nouvelles. Absolument, qu'il y ait ce silence, cette chape de silence qui soit retombée très brutalement après la dernière fois qu'il ne l'ait vu. Encore un petit mot, Jean Coadon, un divorce difficile qui s'annonce. Il n'y a pas de procédure, je pense, engagée à ce moment-là. Non, alors ça c'est un débat qui a jamais été très clair. C'est-à-dire qu'on sait que le lundi, le 28 février 2000, Suzy Viguier avait rendez-vous avec un avocat pour, semble-t-il, un divorce. Jacques Viguier a dit que oui, le couple battait de l'aile, mais le divorce n'était pas acté. On n'en était pas là. On en était... En tout cas, ce qu'on en a compris, c'est qu'on en était aux prémices, que Madame Viguier commençait peut-être à réfléchir à ça. Et en effet, je pense que Maître Spinner a raison, rien n'indique que si elle avait prévu de se séparer de Jacques Viguier, oui, pour vivre avec Durandé, c'est pas sûr du tout. Le professeur Jacques Viguier va rapidement se retrouver en première ligne dans cette disparition. La police judiciaire de Toulouse a le sentiment que cet homme ne dit pas la vérité et cache une ribambelle de secrets. Le 12 mars 2000, le professeur de droit Jacques Viguier est placé en garde à vue au commissariat central de Toulouse. 4 jours auparavant, il a déposé plainte pour enlèvement et séquestration. Malgré cela, la PJ a des questions à lui poser. Une perquisition conduite chez lui 10 jours après la disparition a livré des éléments pour le moins troublants. Le plus intriguant est certainement l'absence de matelas dans lequel a dormi Suzanne. Il n'est plus dans la maison. Jacques Viguier ne semble pas très à l'aise dans ses explications. Il bredouille qu'il s'en est débarrassé récemment en le jetant à la déchetterie. Il va fournir d'autres versions sur ce fameux matelas. Il voulait en acheter un neuf pour faire une surprise à son épouse. Il dira encore que celui-ci a brûlé. Viguier est également interrogé sur la trouvaille de la police scientifique. Des micro-taches de sang détectées à l'endroit où se trouvait le canapé et sur ses chaussures. Le sang de son épouse et de lui-même. Le professeur évoque de vieilles blessures et notamment une coupure. Il y a encore ce coup de fil passé depuis le domicile familial alors que Jacques Viguier est censé faire son jogging. Il se peut que l'épouse a elle-même téléphoné. Reste à savoir à qui. Après 40 heures de garde à vue, Jacques Viguier est relâché sur avis du parquet car il faut poursuivre les vérifications. L'enquête s'étend donc à l'entourage proche et moins proche du couple Viguier. Une 50aine de personnes sont entendues, notamment des chasseurs. Jacques Viguier est un passionné, une fine gâchette, comme on dit dans le milieu. Mais ces auditions n'apportent rien. À travers d'autres témoignages, il apparaît que le professeur est un séducteur invétéré, un homme qui aurait des maîtresses, notamment parmi les étudiantes. Une attitude qui aurait poussé Suzy, déjà marquée par la perte d'un enfant mort-né, à s'éloigner de son mari et à songer au divorce, laissant peu à peu germer en elle l'idée qu'elle allait refaire sa vie. Jacques Viguier n'aurait donc pas supporté la perspective d'un divorce et aurait décidé de se débarrasser de son épouse. C'est la thèse avancée par l'amant, Olivier Durandé. C'est aussi l'avis à l'époque du commissaire Robert Saby qui dirige l'enquête, persuadé de la culpabilité de Viguier. Il dira que celui-ci était à 2 doigts de craquer. Le 11 mai 2000, 3 mois après la disparition de Suzy, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat par la juge de Toulouse, Myriam Viargue, qui lui lance, après 11 heures de face-à-face, « Vous êtes un monstre !» Viguier crie son innocence, nie toutes les accusations, mais il est incarcéré.
Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, et ce soir, l'un de nos invités dans l'heure du crime. Il faut qu'on énumère un petit peu les points troublants, et on va prendre le principal, parce que ça va être le fil rouge de l'accusation, c'est ce fameux matelas. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec ce matelas. En fait, c'est pas tellement l'absence du matelas qui va poser beaucoup de questions aux policiers, c'est la réaction de Jacques Viguier lors de la perquisition. Quelle est-elle ? Parce qu'en fait, les policiers, la police judiciaire reprend l'enquête après une grosse semaine où il s'est pas passé grand-chose. Ils voulaient rattaquer le dossier très vite. Jacques Viguier était parti faire un cours de droit à Strasbourg. Ils ont attendu qu'il revienne. Ils l'ont ils l'ont fait venir avec le reste de sa famille, pas dans le cadre d'une garde à vue, mais d'une audition. Et là, dans une certaine logique, il fallait bien commencer quelque part. Ils ont décidé d'aller dans la maison pour essayer de faire des constatations. En présence de Jacques Viguier, bien sûr. Et ils ont commencé ces constatations et quand ils sont arrivés dans la chambre où dormait Suzy, puisqu'il faisait chambre à part depuis un petit moment, au moment où ils ont ouvert le clic-clac où elle dormait, il n'y avait plus de matelas. Et là, tous les policiers qui étaient présents ont dit que Jacques Viguier avait eu un comportement très très curieux et que notamment il avait quitté la pièce, s'était retrouvé dans le jardin. C'est là où il croise le commissaire Sabi qui est dehors avec un autre enquêteur en train d'essayer de faire le tour du voisinage. Et là, pour que la perquisition se poursuive, il faut que Jacques Viguier revienne et ils ont beaucoup de mal à le faire revenir. Et c'est là où je pense que tout d'un coup, les policiers se sont dit, c'est pas possible, sa réaction n'est pas normale, cet homme a des choses à se reprocher, et c'est à ce moment-là seulement qu'il a été placé en garde à vue. Alors, Maître Francis Piner, également notre invité ce soir dans l'heure du crime, je rappelle que vous êtes l'avocat des sœurs de Suzanne Viguier. Jacques Viguier, c'est un professeur, il a l'habitude de s'exprimer, il est même assez doué pour ça, mais là, on a l'impression que dans ses premières heures, en tout cas, il perd ses moyens. C'est bien la photo que retiennent les enquêteurs à ce moment-là de cet homme. Oui, et puis par la suite, parce que sur le matelas, à un moment donné, il va reconnaître un matelas qui ne peut pas être le sien. Et donc les enquêteurs se disent, s'il a reconnu ce matelas, c'est parce que il ne veut pas qu'on retrouve le vrai, et qu'il y a peut-être quelque chose à cacher. Donc ça, c'est tout à fait troublant au début dans son attitude. Oui. Il y a une autre question aussi qui est la thèse que vont développer très vite les enquêteurs, c'est de dire il ne supporte pas cette idée de se séparer de sa femme, ce divorce qui semble imminent et qui semble inévitable, et c'est pour ça qu'il serait passé à l'acte. Ça, c'est quelque chose aussi qui ressort dès le début de cette théorie. On rappelle qu'il a été acquitté, Jacques Viguier. Là, on est au début de l'affaire. Elle ressort pas tout de suite, mais ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il mette du temps à signaler la disparition, le fait qu'il met de l'ordre dans sa vie privée en disant à des maîtresses je peux plus vous voir parce que je vais avoir des problèmes, le fait que effectivement, il y a l'histoire du matelas, il y a le fait aussi qu'on va retrouver le sac, les clés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série de questions qui vont se poser. De toute façon, en général, Jacques Viguier a été acquitté 2 fois, donc la question de sa culpabilité a été tranchée par la justice. On est d'accord. Mais il n'en demeure pas moins vrai que lorsqu'on est renvoyé devant la cour d'assises, c'est parce qu'un certain nombre de magistrats, pas seulement un seul, estime qu'il y a des charges. Après, ces charges, la cour d'assises estime qu'elles valent ou qu'elles ne valent pas. Et à ce moment-là, il y a, si ce n'est des charges, mais il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Maître Francis Piner vient de nous parler de cette vie sentimentale agitée de Jacques Viguier. Jean Coadon, qu'en est-il ? Il y a beaucoup de témoignages. Il était très proche de ses étudiantes, c'est ça, ce professeur ? Disons qu'il avait, oui, des rapports assez de proximité avec un certain nombre d'entre elles. On peut le dire comme ça. De toute manière, c'est pas un secret, il l'a reconnu. Et je me souviens, Maître Spinard n'a pas dû l'oublier, du défilé des maîtresses successives à la cour d'assises. C'était pas... Voilà. Elles étaient nombreuses, c'est vrai. Encore un petit mot, Jean Coadon, il y a ces traces de sang qu'on retrouve un petit peu au sol, je crois, et puis sur sa paire de baskets, c'est ça ? On a retrouvé, les policiers ont retrouvé un certain nombre de traces de sang. Et au début de l'affaire, ces traces de sang, c'est
c'est un peu présenté comme la preuve, pas la preuve ultime, mais bien la preuve qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison ce matin-là. Et on va s'apercevoir au fil du temps et au fil des procès que ce sang, finalement, il va un peu disparaître. Mais en effet, à l'époque, on a trouvé des traces de sang dans la maison, ce qui était sans doute un peu logique. Si on cherche un peu dans toutes les maisons à travers l'Hexagone, on va sans doute trouver un peu des traces de sang. On peut se couper et se blesser. Y a pas... Voilà, exactement. Alors on a trouvé sur de vieilles baskets, parce que Jacques Viguier est quelqu'un d'assez méticuleux. Il a des baskets un peu fatiguées qu'il a dans sa voiture, qu'il utilise pour conduire ou éventuellement pour sortir, si le temps est pas terrible, du côté de chez lui, pas pour aller à la faculté. Et sur ces baskets, on va trouver une trace où il y a les deux ADN mélangés. Mais ça veut pas dire est-ce que ça prouve quelque chose? Voilà, ça fait partie. Mais c'est vrai qu'au début de l'enquête, on a beaucoup évoqué ces traces de sang. Jacques Viguier va passer 9 mois en prison, puis il va être libéré. Pourtant, les charges continuent à peser sur lui et il est bien loin d'en avoir fini avec la justice. Le 15 février 2001, après 9 mois de détention, Jacques Viguier est remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. 3 demandes précédentes de libération avaient été rejetées, l'une par la juge d'instruction, les 2 autres par la chambre. Les avocats de celui qui reste désigné comme le meurtrier de son épouse, maître Georges Catala et Henri Leclerc, ont cette fois gagné. Viguier a été libéré sans verser de caution. Son contrôle judiciaire lui interdit de chasser, de posséder des armes, de rencontrer sa belle famille ainsi que l'ami et amant de sa femme, Olivier Durandé. Certains applaudissent. Ses amis de l'université déclarent leur immense soulagement. Des étudiants, des professeurs n'ont cessé de faire campagne pour qu'il soit libéré. D'autres s'interrogent. Les sœurs de la victime sont dans la plus totale incompréhension, persuadées que Viguier, souvent présenté comme froid, arrogant et autoritaire, a quelque chose à voir dans la disparition de Suzanne. Le soir de sa libération, Jacques Viguier retrouve sa mère et ses enfants dans la maison de la rue des Corbières, des proches qui le défendent et ne voient pas en lui un meurtrier. Jacques Viguier va rester mis en examen pendant 8 ans dans l'attente d'un éventuel procès qui arrive le 20 avril 2009 devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. 9 jurés, une salle comble et un avocat général, Marc Gobert, qui compte bien faire condamner l'accusé. Pas de cadavre et pas d'aveu, avertit le magistrat, mais des éléments importants et très troublants dans le dossier. Reste à savoir quel visage va présenter Jacques Viguier au cours de ce procès. L'homme n'est pas facile à cerner, il semble même avoir plusieurs vies. Professeur respecté et bourreau de travail, mais aussi coureur de jupons, aimable avec ses collègues, mais tout aussi colérique à la maison. Un calculateur froid qui veut toujours briller, selon un témoignage rapporté par le journal La Dépêche du Midi. Les sœurs de Suzy Viguier, Hélène et Carole, sont aux avant-postes pour réclamer une condamnation. Olivier Durandé, l'amant qui préfère se présenter comme le compagnon de la victime, penche aussi pour la culpabilité de Viguier. Il dit: le divorce était pour lui un échec. Jean Coadon en direct ce soir dans l'heure du crime depuis notre bureau RTL de Bordeaux. Ce procès va durer 10 jours. Les acteurs principaux, on le rappelle, en sont le mari accusé, l'épouse, la victime disparue, et aussi l'amant cité comme témoin. Quel souvenir vous avez de Jacques Viguier à cette audience? On le revoit là 9 ans après la disparition de son épouse. Alors on le revoit 9 ans après, mais on a failli le revoir quelques mois plus tôt où le procès avait été renvoyé parce qu'il n'était pas bien du tout. C'est-à-dire qu'au fil des années et des accusations qui persistaient, Jacques Viguier a souffert de problèmes psychologiques importants, et quand le procès est arrivé, il était prévu à l'automne 2008. Il a finalement été annulé, d'abord parce que le président avait prévu une période d'audience vraiment trop courte, et puis surtout parce que Viguier n'était pas en capacité de participer à ce procès. Quand s'ouvre enfin son procès, on était tous impatients, même si moi j'avais pu l'interviewer, je l'avais croisé 2-3 fois. On était tous impatients de voir ce brillant professeur se défendre, et on est tombé devant quelqu'un qui était
vraiment très mal à l'aise et dans une incapacité assez incroyable à faire face aux accusations et notamment à la charge de l'amant qui avait été particulièrement virulent à la barre, mais également le commissaire Sabi aussi qui avait été assez dur. Alors racontez-nous pourquoi il est mal à l'aise, il n'arrive pas à s'exprimer, il se mélange les pinceaux, comment ça se passe? C'est-à-dire que Jacques Viguier, on imaginait, tout le monde nous disait que c'était quelqu'un de brillant et que c'était un professeur remarquable. Donc on se dit, ça y est, il va enfin pouvoir dire que ces accusations ne tiennent pas la route, que tout ça est complètement ridicule. Donc on attend quelqu'un d'extrêmement combatif, alors qu'il ne le sera pas du tout, et que sans ses avocats, je pense qu'il ne serait pas ressorti acquitté de cette cour d'assises, parce que vraiment, sur un format très réduit, sur une petite dizaine de jours, avec des audiences très longues, qui étaient sans doute très difficiles pour lui finalement. Voilà, c'était vraiment une vraie surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à quelqu'un d'aussi faible face aux accusations. Bien sûr, et puis quelqu'un d'érudit, encore une fois, qui sait parler. Maître Francis Spinner, vous êtes là donc à ce procès, vous représentez à ce procès, je le rappelle, vous êtes l'avocat des sœurs de Suzanne Viguier. Alors c'est souvent le cas dans un procès d'assises, il y a des clans qui se dessinent, les pour, les contre, etc. On prend parti. Là c'est très clair, il y a vraiment deux clans qui sont opposés, et les sœurs attendent une condamnation. Oui, mais ce que vient d'être dit est frappant, parce que c'est vrai que Viguier, je ne l'ai jamais vu, je le découvre à l'audience, et on s'attend à quelqu'un de brillant, qui va faire une démonstration, qui va se défendre bec et ongle, et on voit quelqu'un d'un peu prostré. On se demande même s'il n'est pas sous l'influence des médicaments un peu assommé, qui parle très peu, qui n'est pas rayonnant. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il subit finalement l'accusation, que d'une certaine manière, par cette espèce d'apathie, il y a une forme d'aveu. Il ne se défend pas. Et c'est assez étonnant par rapport au portrait qui en est dressé. Et donc il y a la famille de Viguier, le clan, avec ses enfants, les enfants de Suzy, ce qui est terrible pour les sœurs, les parents, et puis de l'autre côté, il y a une partie de la famille de Suzy, et puis avec la mère qui, elle, va jouer un rôle plus étonnant plus tard. Et il y a ces deux vérités qui s'affrontent, mais finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas Henri Leclerc, je pense que Viguier risquait d'être condamné. D'accord, donc ça s'est joué presque quasiment sur des plaidoiries d'avocats, on peut dire, et la défense de Henri Leclerc. Je pense que la plaidoirie d'Henri Leclerc, vous parliez par exemple des taches de sang, et Henri Leclerc commence à expliquer que ce matin il s'est rasé, qu'il s'est coupé, qu'il y a du sang qui a coulé, et il le fait avec un tel naturel, et il reprend tout. Et il est très bon. Henri Leclerc d'abord est toujours très bon. Toujours très bon. Et donc il dit oui, il y a le doute. D'accord. Jean Coadon, vous confirmez que ces éléments qui sont à charge, selon l'avocat général, l'avocat général s'est assez gargarisé avec tous ces éléments, et ça ne prend pas, ça ne mord pas cette audience? Si ça mord, parce que quand même, on avait d'un côté des gens extrêmement actifs, extrêmement offensifs, bien sûr l'amant, bien sûr le commissaire Sabi, qui avait fait une longue déposition à la barre. Marc Gobert, qui était l'avocat général, était aussi un peu quand même très offensif. Et puis n'oublions pas, il y avait quand même en partie civile Maître Spinner, Maître Guy de Buisson. Après, il y avait Laurent Decaune qui était dans un rôle un peu particulier, parce que Laurent Decaune représentait Madame la mère de Suzy. La mère de Suzy a toujours été convaincue, en tout cas c'est ce qu'elle a toujours dit au procès, que sa fille était partie, et donc elle était un peu entre deux, un peu entre deux. Plus qu'entre deux, au soutien de Jacques Viguier. Au soutien de Jacques Viguier. Alors donc, il y a deux clans effectivement distincts à cette audience. Maître Spinner, selon vous, alors il va être acquitté à ce procès. Pourquoi il est acquitté? Alors vous avez parlé de la plaidoirie de Maître Leclerc, mais ça fait pas tout. Je pense que d'abord, un crime sans cadavre, ça interpelle toujours. Même si les chances
que Suzanne Viguier réapparaisse sont peu crédibles. On a rappelé comment elle aimait ses enfants, comment elle était tout le temps à leur téléphoner, qu'il n'y a pas d'explication à ce départ. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Le crime de rôdeur semble difficile, parce qu'un crime de rôdeur, on part pas avec le cadavre. Bon. Ça aurait laissé des traces. Mais il y a cette idée que, après tout, elle pourrait revenir un jour. Et que donc, condamner quelqu'un alors qu'on n'a pas la preuve absolue de la mort de la personne, c'est toujours délicat. À partir de là, il y a Viguier qui n'est pas un criminel. Il y a une enquête où on a le sentiment que les policiers ont tout de suite trouvé le coupable. Et donc, comme les policiers n'ont pas ce qu'on appelle dans notre jargon bouclé les autres pistes, ça pose un problème. Et puis, on n'est pas dans la tragédie. C'est pas un personnage de Pouchkine, Viguier. C'est quelqu'un finalement qui apparaît très banal. Et on se dit, il n'a pas pu commettre ce crime. Et les enfants, qui évidemment volent à son secours. Le 30 avril, Jacques Viguier ressort libre de la cour d'assises. Il vient d'être acquitté. Il va pourtant devoir affronter un deuxième procès, le procureur général de la cour d'appel de Toulouse ayant fait appel du verdict. Le 2 mars 2010, Jacques Viguier prend place dans la cour d'assises du Tarn. Son premier procès à Toulouse avait déjà attiré la foule, celui-ci est encore plus suivi. Saura-t-on enfin la vérité sur la disparition de Suzy? L'accusation apportera-t-elle de nouveaux éléments? La défense de l'accusé fera-t-elle la démonstration d'un dossier dans le désordre où les impressions l'emporteraient sur les preuves? Les audiences se succèdent, occasion d'un vaste déballage sur la vie du couple Viguier. Le mari trompe depuis toujours son épouse. Il reconnaît une dizaine d'aventures pendant leur vie commune, en moyenne une par an. Viguier n'apparaît pas toujours sous son meilleur jour. Marie Volage, qui pourtant demande à Suzy si elle entretient une liaison avec cet Olivier Durandé qu'il trouve horripilant. Les deux intéressés répondent par la négative. Procès qui est également le lieu d'un coup de théâtre. Une témoin, Séverine, ex-babysitter du couple, éclate en sanglots. Elle reconnaît avoir menti en déclarant avoir vu comme du sang mélangé à de l'eau dans une baignoire. Elle aurait agi ainsi à la demande de l'amant, Olivier Durandé, dans le but de nuire tout simplement à l'accusé. Durandé est placé en garde à vue pour subornation de témoin. Il écopera d'un rappel à la loi. Le fait est que le procès Viguier devient dès lors bancal. Olivier Durandé, témoin sur lequel s'appuie l'accusation et pièce maîtresse de l'enquête de police, perd de son crédit. L'amant va pourtant continuer à charger le mari au fil des audiences. L'avocat général, lui, va faire feu de tout bois pour mettre le professeur en difficulté, notamment à travers la disparition du matelas sur lequel la victime a passé la dernière nuit. Un matelas détruit, jamais retrouvé, ou encore en évoquant le sac à main de Suzy. Il a été retrouvé dans un placard de la maison. Viguier n'avait pas signalé sa présence aux enquêteurs. L'époux explique qu'il a commis des erreurs, mais rien de délibéré ou de calculé. Pour le matelas, il dit « Ce n'était pas malin, je l'ai fait sur un mouvement d'humeur que j'ai regretté, je le subis encore aujourd'hui. » L'avocat général affirme que Jacques Viguier ne veut rien dire de ce qui s'est passé alors qu'il n'y a que lui qui sait. L'une des sœurs de Suzy va exhorter l'accusé d'avouer. « Je n'ai rien fait », répond Viguier. Des sœurs qui pensent que Jacques Viguier a tué Suzanne à l'issue d'une violente dispute conjugale. Les jurés ne partagent pas cette conviction. 6h30 de délibération, le 20 mars 2010, Jacques Viguier est acquitté. Une deuxième fois. Jean Coadon, en direct ce soir dans l'heure du crime, acquitté une deuxième fois, Jacques Viguier. Ça veut dire que le procès est copie conforme du premier ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que on est passé d'un procès un peu serré en première instance, un peu court, à un procès où le président Riccardi avait décidé de prendre son temps. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 petites semaines à 3 semaines. Et ça a même été rallongé de 24 heures. Donc là, on a vraiment... Enfin, le président a tout mis sur la table, et il a notamment mis sur la table les fameuses écoutes
pendant des années, Maître Catalin et Maître Leclerc, qui assistaient Jacques Viguier lors de la première instance et surtout lors d'instruction, n'ont eu de cesse que de réclamer ces heures d'écoute qu'ils n'ont jamais obtenues. Et là, le président a réservé une petite surprise au parti. Il a dit, les écoutes, elles sont sur la table. Vous les avez à votre disposition. Je crois qu'il y avait plus de 270 heures d'écoute. Alors, et c'est grâce à ces écoutes... Expliquez-nous, Jean Coadon, c'est quoi ces écoutes ? Mais ces écoutes, en fait, c'est que quand, dans toute enquête policière, dès qu'on commence à soupçonner des gens, on branche. D'accord. Donc on branche Jacques Viguier, on branche ses parents, on branche Durandet, on branche tout le monde. Et donc, pendant ces 3 semaines de procès, on a eu droit à de multiples écoutes où on entendait, alors Jacques Viguier expliquait à sa maman que tout ça n'était pas bien grave, que ça allait s'arranger. Durandet en train de discuter avec le commissaire de police pour lui dire « Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que j'ai le droit ?» Enfin, des trucs assez surréalistes, mais qui ont éclairé ce dossier de manière assez importante. Les charges, bien sûr, elles restaient là. Le fameux matelas disparu, le sac à main qui s'était retrouvé dans la maison, on ne sait pas trop comment. Mais c'est vrai que les écoutes ont amené autre chose et surtout ont amené la grosse surprise, c'est-à-dire que la défense, maître Jacques Lévy et maître Éric Dupond-Moretti avaient repéré une petite phrase, mais vraiment une petite phrase, où ils avaient compris que Durandet était retourné dans la maison en l'absence de Jacques Viguier dès le lendemain, dès le 29 février 2000. En catimini, c'est ça. Bien sûr, en catimini. Il était déjà allé sur place le lendemain, c'est-à-dire le 28, le lundi 28, mais là, en présence de Jacques Viguier. Et le fait qu'il y revienne tout seul le 29, et qu'en plus il demande à la babysitter qui lui avait ouvert la porte de ne rien dire, c'est évident que ça a quand même quelque peu perturbé le dossier. Ça a brouillé le dossier, maître Spinner, vous qui défendez à ce procès, je le rappelle, les sœurs de Suzanne Viguier. Non, il y a évidemment, dans l'esprit des jurés, l'idée que la police a agi de manière partiale. Et il y a notamment cette écoute hallucinante où Durandet appelle un policier et dit « mais je suis sûr qu'il est coupable et je voudrais aller chez lui, etc. » Et le policier lui dit « vous pouvez pas faire ça. » Et le policier ajoute « mais pas vu, pas pris. » Ah oui, d'accord. Et donc ça disqualifie évidemment l'enquête policière. Et il y a 2-3 écoutes comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui montrent que l'enquête policière dans l'esprit des jurés est une enquête totalement à charge contre Viguier. Et donc à partir de ce moment-là, on sent que la crédibilité des policiers, elle est atteinte. Et que donc les jurés se disent, on n'a pas de cadavre, on a des policiers qui se sont focalisés sur lui, mais ils n'ont pas cherché ailleurs. Oui, donc ça fait des même ordres, si Durandet ne peut pas être le coupable, ça tient pas la route, mais voilà. Et donc là, il y a le trouble. Il y a le trouble, c'est ça. Il y a le trouble. Et puis il y a un Viguier très différent, beaucoup plus combatif, beaucoup plus combatif. Il est plus agressif, beaucoup plus agressif. Un soutien très fort de ses enfants. La mère de Suzanne, qui évidemment, alors là, est exceptionnelle, si j'ose dire. Qui est à un moment donné, l'avocat général est tellement énervé de voir cette mère qui ne dit pas du bien de sa fille, que, excédé, il lui dit « Mais madame, est-ce que votre fille avait au moins une qualité ?» Et alors là, il y a un long silence, et la mère de Suzy réfléchit, elle dit « Oui, elle faisait quand même pas mal la cuisine. » Et puis alors, elle se dit « Mais mon Dieu, je viens de dire quelque chose de sympathique pour ma fille. » Elle ajoute « Enfin, chez elle, on ne mourrait pas de faim. » C'est-à-dire l'horizon funèbre de la mère de Suzanne Viguier, c'est ça. Jugement, verdict définitif, affaire terminée. Le procureur général de Toulouse, Patrice Davost, renonce à former un pourvoi en cassation. Verdict en demi-teinte, car la vérité sur la disparition de Suzanne Viguier n'a pas jailli. Saura-t-on un jour ? À l'issue de son deuxième acquittement, l'un des avocats de Jacques Viguier, à l'époque maître Éric Dupond-Moretti, indiquait « Plus personne ne pourra maintenant suggérer sa culpabilité. Ce n'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. »
Ces 3 enfants n'ont jamais lâché leur père au long de ces 10 années d'accusations incessantes. Si papa était aussi horrible, on ne serait pas là tous les 3 à aller bien, témoigne Clémence, l'aînée, à l'issue de l'acquittement d'Albi. Les jumeaux sont eux persuadés que la police a mené une enquête à charge, mais que leur père n'a jamais fait de mal à leur mère. Jacques Viguier va consigner toutes ses impressions et son combat pour obtenir justice dans un livre intitulé Innocent. Il a repris le chemin de l'université de Toulouse, accueilli par des collègues qui n'avaient jamais douté de lui et avaient témoigné en sa faveur. La toute fin de l'histoire Viguier reste toutefois à écrire. Le cadavre de Suzy Viguier, n'a jamais été retrouvé par les enquêteurs. Une énigme, aucune trace malgré les recherches entreprises dans de nombreux secteurs, notamment dans des bois, ceux de Merville, de Vigoulay-aux-Îles et dans un parc de l'Ariège où Jacques Viguier avait l'habitude d'aller chasser. Au mois de novembre 2007, les policiers avaient même suivi la trace d'un corbeau qui suggérait que le corps pouvait se trouver dans une tombe du cimetière de Notre-Dame-des-Champs à Cugnot. La tombe avait bien été ouverte par les enquêteurs. Seuls 2 squelettes, ceux d'un couple enterré il y a des années, reposaient à cet endroit. Aucune trace de Suzanne. Jean Coadon, comment encore aujourd'hui, des années après, 21 ans après, expliquer qu'il n'y ait aucune trace de Suzanne? Les recherches ont vraiment été poussées au maximum? Elles ont été poussées au moment de l'enquête, mais elles n'ont pas été reprises après le 2e acquittement. C'est-à-dire que la disparition de Suzy Viguier reste en effet mystérieuse. On n'a jamais retrouvé de traces de son corps. Est-ce qu'elle est encore vivante? Aux yeux de la justice, elle est décédée. Puisque cet automne... Officiellement décédée, c'est ça? Ouais, officiellement, parce que civilement, tant qu'elle était toujours, enfin, pendant 20 ans, elle était encore présumée vivante, ce qui posait un certain nombre de problèmes pour les droits de succession. Et donc j'ai appris, en travaillant sur le dossier là très récemment, qu'en fait, depuis la fin du mois d'octobre, elle est officiellement décédée pour la justice. Mais voilà, est-ce qu'elle est vraiment décédée? Ou est-ce qu'elle est encore quelque part en vie sur une île, comme le suggérait sa maman? Je ne sais pas. On ne peut pas tellement y croire, il faut bien le dire. Hein. Non, on ne peut pas sérieusement y croire, c'est pas raisonnable. On peut croire que la police s'est trompée, on peut croire que la police a mal travaillé, on peut admirer le support incroyable des 3 enfants au 2e procès d'Albi, qui ont été mais d'une force et qui quand ils sont venus témoigner à la barre, chacun leur tour ont bousculé leur père en disant écoutez, bats-toi, mais dis-le que tu es innocent. C'était étonnant, voilà, ils étaient plus forts que leur père finalement. Ouais, bon voilà, ils restent privés de leur mère aujourd'hui. Francis Spinner, avocat des sœurs de Suzanne Viguier, vous étiez à ces 2 procès. Vous confirmez ce que dit Jean Coadon, c'est-à-dire la présence de ces enfants a été capitale? Ces enfants a pesé énormément dans, je pense, l'esprit des jurés. Maintenant, on aurait pu imaginer qu'un homme accusé d'avoir tué sa femme, reconnu innocent, pourrait se demander ce qu'elle est devenue et aurait pu déposer la plainte pour que les recherches continuent. Il avait déposé plainte au début, hein, pour enlèvement et séquestration. Non, après l'acquittement, il aurait pu déposer plainte et demander que la justice continue les recherches pour retrouver sa femme. À votre connaissance, des recherches ont continué après le verdict? Non, il y a de temps en temps des gens qui vous savez, dans des affaires qui défraient la chronique, il y a toujours des gens qui vous contactent en disant peut-être que je connais l'endroit, vous avez le corbeau, les tombes ouvertes, etc. Mais c'est vrai que Suzanne Viguier n'a jamais donné signe de vie. Est-ce que, maître Spinner, aux yeux de la loi, est-ce que trouver le corps aujourd'hui pourrait tout changer et relancer l'affaire? Si le corps était... D'abord, juridiquement, je pense que maintenant nous avons atteint les termes de la prescription. Ensuite, une fois que vous trouvez un squelette, c'est plus un corps, après 20 ans, est-ce que le squelette peut parler? Par la nature éventuellement des blessures ou des causes de la mort, c'est toujours compliqué. Donc si on retrouvait le squelette de Suzanne Viguier,
je crains que malheureusement ça ne fasse soit impuissant. Voilà, ça ne fasse pas avancer beaucoup le dossier, c'est ce que vous nous dites, Maître Spinner. Sauf à trouver par miracle. Oui, mais tout peut arriver. En matière criminelle, on n'est jamais à l'abri d'une... Un lieu qui trahisse... Tout à fait, d'une surprise, d'un témoignage qui pourrait toujours survenir dans le dossier. Jean Coadon, que devient aujourd'hui Jacques Viguier ? Il enseigne toujours à la faculté de droit de Toulouse, plus pour très longtemps, il a 63 ans, donc il sera bientôt à la retraite, mais il donne toujours des cours de droit public et ses étudiants continuent à dire que c'est un excellent professeur. D'accord, donc il est toujours respecté, comme il l'était d'ailleurs à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Hein. Voilà, alors les gens qui le croisent à la faculté disent que parfois il est plutôt en forme, d'autres un peu moins, mais enfin il est toujours enseignant, il publie toujours, c'est quand même un spécialiste reconnu du droit public. Francis Spinner, les sœurs de Suzy sont toujours dans l'incompréhension aujourd'hui, des années après, où on tourne la page finalement, le temps a passé, il y a eu Le temps ne passe pas... dans la mesure où, quand vous avez une forte intime conviction, vous la gardez. Vous devez vous incliner devant les décisions de justice, mais ça n'empêche pas que votre conviction redemeure. En quoi cette affaire, elle n'est pas comme les autres ? Et le titre de votre ouvrage, qui n'a rien à voir avec cette affaire, c'est « Une affaire si facile ». Ah, c'est une affaire difficile. Oui, l'affaire Viguier est une affaire difficile, mais... Pourquoi une affaire, à un moment donné, passionne plus l'opinion qu'une autre ? C'est parce que c'est un crime où le suspect, par définition, est à l'antipode du suspect qu'on imagine. Un professeur de droit. Ensuite, c'est toujours la curiosité de la vie d'un couple. Parce que tout ce qui touche à l'intimité et qui n'a pas vocation à se retrouver sur la place publique, c'est toujours en réalité la complexité de la part d'ombre que chacun peut avoir dans sa vie privée. Après, il y a le mystère, parce qu'il n'y a pas le corps. Donc il y a tous les ingrédients pour que cette affaire soit une affaire qui passionne l'opinion. Vous êtes d'accord, Jean Coadon, encore un mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Vous êtes d'accord, le mystère, l'absence de corps, c'est ce qui fait finalement cette histoire extraordinaire ? Oui, et puis ça a quand même duré très longtemps. C'est-à-dire qu'il s'est passé 10 ans entre la disparition du corps et le premier procès, puis un deuxième procès. Tout ça a été très long. Et en effet, on a parlé des clans, Maître Spinner parlait des clans à l'audience, les pour, les contre, mais dans l'opinion publique et dans l'opinion toulousaine, c'est une affaire qui a marqué et chacun a son opinion, sa vérité. Donc en effet, c'est quand même un dossier peu ordinaire. Merci beaucoup Jean Coadon et Maître Francis Spinner d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire de la disparition de Suzanne Viguier et l'innocence reconnue après 10 ans de combat de son mari Jacques Viguier. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime. Demain soir, dans l'heure du crime, l'affaire Valérie Subra, l'appât amoureux d'un trio meurtrier. Je vous donne rendez-vous demain soir. Belle soirée. Après les infos bonus track avec Éric Jean-Jean.